Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler des Clippers et des Warriors, deux clubs parmi les favoris de la conférence Ouest en début de saison qui luttent aujourd'hui pour éviter le play-in. On va également parler de Mikal Bridges qui s'éclate depuis son arrivée aux Nets de Brooklyn. Je recevrai Johanny, président de l'asso Knicks Nation France, pour parler des bons résultats de New York. Mais tout de suite, c'est Chai Mamou de Rivers Magazine que j'ai le plaisir d'accueilir. Bonjour Chai. Salut, merci beaucoup pour l'invitation, ça fait plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Est-ce qu'on prononce ton prénom comme Shai Gilgeous-Alexander ou est-ce que c'est Shai Alors c'est tout simplement Shai, ouais. Contrairement à Shai Gilgeous-Alexander. Alors après pour le fun, je m'amuse à dire Shai quand je parle de lui aussi, histoire de m'identifier un peu, tu vois. Mais bon, moi c'est Shai et lui c'est Shai, voilà. Tu dois pas avoir souvent des gens qui ont le même prénom que toi, finalement. Non, mais non, je t'avoue que depuis de le voir mon prénom en tendance Twitter tous les jours de la semaine, c'est pas déplaisant, mais ouais, je m'y attendais pas forcément. En tout cas, c'est la classe. C'est ça. C'est plutôt bien. On va commencer ce podcast avec un rapide point sur l'actualité. Je voulais parler un petit peu avec toi de 2-3 trucs, notamment Kevin Durant qui s'est fait la cheville après 3 matchs sous le maillot des Suns. Selon les dernières nouvelles, il pourrait manquer 2 à 3 semaines. L'optimisme est là parce que manifestement, il a fait ça pendant l'échauffement et il a terminé cet échauffement avant d'être définitivement écarté pour le match, donc ce qui devait être son premier match à domicile. À quel point c'est problématique pour toi quand même cette absence de 2-3 semaines, sachant que cette équipe avait déjà très peu de temps pour essayer de former ce collectif? Ouais, mais c'est ça. Alors je vais commencer par dire que c'est malheureux, quel que soit le joueur qui se blesse, surtout quand il y a un contexte d'attente comme ça, le public qui espérait le voir faire ses débuts, c'est malheureux. Ça ressemble quand même plus à un truc de prévention et de précaution qu'autre chose, mais effectivement c'est quand même problématique. Je pense honnêtement que paradoxalement ça changera pas tant de choses que ça. Je fais un peu partie des gens qui mettaient pas forcément Phoenix, même avec ce trade énorme dans les contenders qu'on s'entend avec la qualité de l'effectif, évidemment que c'est une opportunité, ils vont jouer le titre. Mais comme tu disais, il y avait déjà peu de temps pour créer une alchimie, des réflexes, et il y avait déjà peu de temps. Et là, avec cette blessure-là, au final. Il va jouer combien de matchs KD va jouer avec cette équipe-là? Peut-être 10 maximum s'il revient bien. Ouais, c'est ça. Je trouvais que c'était déjà peu. Et là, avec ça, j'ai l'impression que ça repousse encore, ça fait qu'ils ont moins d'opportunités de créer cette fameuse chose, alors que d'autres équipes à l'Ouest sont plus prêtes, quoi. Il est un peu poissard sur les blessures ces dernières années, et c'est un paramètre aussi à prendre en compte. Est-ce qu'il peut revenir à être immédiatement monstrueux sur 1, 2 ou 3 matchs tout de suite en play-off si toutefois la blessure s'étale un peu? Évidemment, parce que c'est Kevin Durant. Ouais. Mais est-ce qu'il peut enchaîner une campagne au long cours, là, à l'instant T, de manière sans que ça pose problème? J'en doute. Par contre, si tu me dis que les Suns reviennent l'an prochain avec ce groupe-là, avec KD, et renforcés au niveau de la profondeur, avec tous les cadres en pleine forme, etc., là, c'est favori numéro 1. Mais à l'heure actuelle, là, cette blessure, elle change pas fondamentalement les choses parce qu'il y avait déjà un challenge à relever avant ça. C'est très intéressant ce que tu dis parce que effectivement, c'est assez rare finalement dans l'histoire de la NBA qu'un transfert comme ça en pleine saison porte ses fruits immédiatement en play-off, surtout quand c'est un joueur de l'envergure de Kevin Durant qui change profondément l'effectif, parce qu'il y a énormément de joueurs qui sont partis à Brooklyn dans l'échange. Donc c'est quand même très compliqué. L'état de santé de KD et de Chris Paul, c'est toujours problématique. Aujourd'hui, on sait que leur capacité à éviter les blessures, c'est un peu compliqué. Ouais. Et là, tu leur demanderais à l'attaque des playoffs de passer 4 séries de playoffs, sachant que du premier jusqu'en finale NBA, l'engagement physique serait absolument total et probablement très coûteux pour leur physique. Donc, c'est vrai que j'ai du mal effectivement à voir Phoenix aujourd'hui aller au bout, même si sur le papier, c'est assez magnifique, quoi. C'est pour ça que déjà avant cette blessure, les matchs qu'il a disputés jusque-là, c'est Kevin Durant, c'est sans doute la superstar la plus adaptable à n'importe quelle équipe et n'importe quelle situation. Il a un profil tellement, c'est un joueur absolument fantastique.
Mais il y avait quand même déjà ce besoin, comme on a dit, de trouver des automatismes. Il y a des problèmes qui sont nés de ce trade aussi. Hein, le fait d'avoir perdu des joueurs de la rotation qui était important. Honnêtement, là, la profondeur de l'effectif, je la trouvais déjà problématique avec KD. Parce qu'ils ont une sorte de Big Four, on va dire, si on considère que Chris Paul est à peu près à pleine puissance. Et derrière, c'est quand même un petit peu léger. Donc il y avait déjà cette problématique-là. Et le fait qu'ils doivent manquer plusieurs matchs, ça ne change pas le fait qu'ils seront compétitifs. Ils vont gagner des matchs. Hein. Devin Booker il marche sur l'eau en ce moment. Le reste de l'équipe fonctionne très correctement. Donc ils vont gagner les matchs et se qualifier en position tout à fait raisonnable à mon avis, mais comme tu disais tout à l'heure, enchaîner les victoires, réussir à passer plusieurs séries de playoffs contre des équipes qui, à mes yeux, se connaissent mieux, ont déjà une identité plus et une alchimie plus affirmée, ça fait que ce sera très compliqué et encore plus compliqué que ce à quoi je m'attendais. Ce qui ne change rien au fait qu'ils seront favoris l'an prochain s'ils font les ajustements nécessaires et qu'ils ont le même noyau. On en parlera tout à l'heure peut-être quand on parlera des Clippers et des Warriors, mais j'ai l'impression que dans dans tout ce débat de la conférence Ouest, ce que je trouve assez passionnant, c'est le fait que ce soit les Nuggets, les Kings et voire même les Grizzlies, quelque part, euh, y ait, en fait, cette inexpérience de ce trio de tête fait qu'on a du mal à être convaincu par ces équipes-là, malgré le fait qu'aujourd'hui, elles ont quand même fait leurs preuves, quoi. Les Nuggets, clairement, ils ont une identité. Les Kings, tout le monde les voit perdre au premier tour, les Kings, alors que franchement, ils sont quand même plutôt exemplaires Ouais. depuis un moment maintenant. Il serait peut-être temps d'y croire un peu. Mais tant qu'on n'a pas vu les playoffs, je comprends pourquoi on continue de douter. Moi, je suis fan de Jokic, je suis fan des Nuggets. Ouais. Euh, je suis toujours pas vendu à 100% parce qu'effectivement, j'ai besoin de les voir concrètement à plein régime en playoff, quoi. Moi, je comprends effectivement les gens qui se demandent, mais là, c'est peut-être, je touche du bois pour eux, c'est peut-être la première fois on va voir donc Jokic à pleine puissance, là il est sur son niveau, il est sur une campagne qui pourrait déboucher sur un troisième MVP, et autour de lui, j'espère que Jamal Murray cette fois va pouvoir être là, Michael Porter aussi, l'effectif autour s'est renforcé, Mike Malone est devenu un encore meilleur coach au fil des ans. Là, j'ai l'impression qu'ils sont arrivés à un stade où ils vont être au complet dans tous les sens du terme. Donc, Ouais. je suis un peu plus confiant pour eux de ce point de vue-là. Mais oui, c'est incontestable. Ils vont devoir prouver des choses. Là où des équipes dont on parlera peut-être plus tard ont déjà cette expérience de la gagne ou des très grands rendez-vous Tout à fait. que eux n'ont pas encore. Le deuxième point d'actualité dont je voulais te parler, c'était Lonzo Ball qui va subir une troisième Ouais. opération au genou gauche, ce qui voudrait dire immédiatement 6 mois d'absence. Lonzo Ball, il a 25 ans, il n'a pas joué de la saison. Il est dans la deuxième année d'un contrat de 4 ans à 80 millions de dollars. Clairement, c'est qui tout double pour sa carrière, j'ai l'impression, Shai. C'est extrêmement triste. De toute façon, toutes les blessures au long cours en NBA sont tristes, mais ce qui est encore plus peut-être frustrant pour lui et pour les fans des Bulls, je pense, c'est que à mes yeux, c'était quasiment le joueur parfait, le joueur qui manquait à leur équation pour être peut-être la même équipe qu'ils étaient l'année dernière, où ils étaient très compétitifs à l'Est, et pour apporter ce lien qui leur manque clairement cette année, même si sur le papier, il y a de la qualité, parce que c'est un excellent meneur de jeu, enfin, il est très complet. C'est un bon chef d'orchestre, un bon défenseur, un bon passeur, un bon shooter. Il a que 25 ans et je pense que s'il avait été là, peut-être qu'on parlerait pas de Chicago dans les mêmes termes avec toutes les interrogations qu'il y a autour de l'équipe. Ouais. Et pour lui, individuellement, c'est terrible parce qu'il a tout pour être un super joueur de cette ligue. Et même s'il a que 25 ans, les années filent, les blessures s'enchaînent. C'est extrêmement compliqué. C'est très frustrant parce que c'est un joueur dans lequel je croyais vraiment beaucoup en lui après ses premières saisons, après son départ des Lakers en tout cas. Et on peut que souhaiter qu'au bout d'un moment il trouve la solution et qu'il soit débarrassé des blessures. C'est déjà arrivé dans l'histoire, hein, des joueurs criblés par les blessures pendant leur première saison et qui finissaient par trouver la bonne formule, les bons soins, tout ça pour être au moins des joueurs fiables et qu'on peut aligner sur le terrain au bout d'un moment, quoi. Ouais, parce que là, le problème, manifestement, c'est même le fait de pouvoir courir, en fait. Lonzo Ball Ouais. n'arrive pas à courir sans éprouver de la douleur, enfin, ça devient extrêmement problématique, même pour sa santé, j'ai envie de dire, à long terme. L'usage de ses jambes, j'ai envie de dire. Ouais, Et bien sûr. bref, c'est d'une tristesse incroyable et bref.
J'espère que ça va bien se passer pour lui. Comme tu as dit, il était tellement essentiel dans le jeu de Chicago. J'avais regardé, ils avaient un record de 27 victoires, 13 défaites avant qu'il se blesse l'an Et dernier. ouais. Et, il avait des stats très très solides et voilà. C'est très triste. Autre point un peu triste, et après on va passer à d'autres trucs un peu plus joyeux. Quoique, Zion Williamson, Ouais. confirmation qu'il sera encore absent 2 semaines minimum. La stat que j'ai trouvée concernant Zion Williamson, je sais plus sur quel site j'ai trouvé ça, je crois que c'est The Athletic. Zion Williamson, depuis son entrée dans la ligue, il joue 28,5 matchs par saison. Ouais. Voilà. Là encore, Shai, j'ai mal au cœur parce que Zion, quand il a joué cette saison avec les Pelicans, moi, il m'a mis sur le cul, hein, clairement. Ouais, c'est une Il terreur. était absolument impressionnant. Les Pelicans étaient en train de caracoler en tête de la conférence Ouest. Tu te dis, mais mon Dieu, lui, Brandon Ingram, tout ce groupe des Pelicans, ça a l'air d'être c'est peut-être l'équipe de jeunes la plus fun avec les Grizzlies. Et puis là, c'est la dégringolade la plus totale. Ingram s'est encore blessé à la cheville là, récemment. Zion, j'ai l'impression que très, très probablement, on pourrait ne pas le voir revenir de la saison là. Non, c'est terrible. C'est pareil, c'est que j'étais comme toi. Tout le début de saison sur Basket Session, je pense qu'on a écrit 5 articles pour dire que les Pelicans c'était l'équipe la plus prometteuse. On a Dépêche de défendu le dire. voilà, on a défendu le point de vue comme quoi ils pouvaient même jouer, aller en finale de conférence dès cette année, que tous les ingrédients étaient là. Et on avait un peu oublié l'historique terrible de son début de carrière qu'on avait un peu oublié peut-être à sa forme physique. Hein. On se disait qu'avec avec le poids, etc., ça pouvait poser des problèmes. Et là, vu comment il avait démarré la saison et vu ce qu'il avait dit de son intersaison, on pensait qu'il avait justement trouvé cette bonne formule pour plus se blesser, pour être toujours présent sur le terrain. Et comme tu l'as dit, quand il est sur le terrain, c'est incroyable. C'est une force de la nature, un joueur extrêmement juste. Il y a tout qui va. Et quand il n'est pas là, malheureusement, c'est un peu plus compliqué. En plus des blessures d'Ingram et autour d'autres joueurs qui font que là, il s'accroche, mais c'est compliqué. Donc, Ouais. je suis passé de l'optimisme le plus total et peut-être déraisonnable avec lui, en me disant ça y est, c'est bon, c'est réglé, tout va bien, il va pouvoir rouler sur la ligue, à de l'inquiétude, pour pas dire du pessimisme, parce que s'il n'arrive pas à enchaîner des saisons, c'est problématique à plein d'égards, contractuellement, médiatiquement, pour les Pelicans. C'est très compliqué s'il n'arrive pas à tenir sa place sur le terrain, quoi. Ouais, j'aurais le cœur brisé, littéralement, si Zion Williamson n'arrive pas à faire une carrière digne de ce nom. Je trouve que ce mec est tellement époustouflant sur un terrain. C'est tellement un truc rarement vu en NBA. Je sais pas, c'est vraiment un phénomène physique. C'est le talent générationnel qu'on nous avait vendu. Ce gars était a clairement le talent pour répondre aux énormes attentes Ouais. qui étaient sur ses épaules au moment de son arrivée en NBA. Et ça me rend tellement triste pour lui. J'espère vraiment qu'il y parviendra, que les Pelicans arriveront à monter cette équipe que j'adore. Franchement, Najee Marshall, j'ai déjà parlé de cette équipe parce que je me suis dépêché de parler des Pelicans quand ça marchait bien. Trey Murphy, Ouais, mais Alvarado et compagnie, voilà, voilà. tout ce groupe, je le trouve absolument génial. Leur Ouais. premier tour face à Phoenix l'an dernier, je l'ai trouvé. J'étais sur tous les matchs, j'étais à fond pour les Pelicans. Voilà. Bref. On va faire une petite pause. Je vais parler avec Johanny de Knicks Nation France. On va parler un petit peu de la saison de New York et on se retrouvera après chez. Avec plaisir. Je reçois aujourd'hui également Johanny, président de l'association Knicks Nation France. Bonjour Johanny. Bonjour Josh. Tu me fais le plaisir de venir parler des Knicks de New York parce que je voulais absolument en parler, eux qui surfaient sur une série de 9 victoires consécutives. Et ironie du sort, toi et moi on enregistre ça, on est mercredi et ils viennent de perdre face aux Hornets au moment où nous enregistrons ce segment. Voilà, la dernière fois où j'ai parlé des Knicks dans le podcast, c'était le 25 novembre dernier. Et j'avais ricané avec Charlie, je me souviens, sur le fait que peu de choses avaient changé entre cette saison et la saison d'avant, avec des schémas de jeu peu inspirés de Tom Thibodeau, une rotation qui restait clairement à définir, une défense poreuse, un Julius Randle en manque d'efficacité, et j'en passe. Personnellement, j'y croyais pas une seconde. Et voilà que, depuis début décembre,
New York se présente comme une des meilleures équipes de la ligue. C'est pas du tout du chiquet. On commence à avoir un sérieux échantillon derrière nous. Ils sont quatrième en net rating depuis le 1er décembre, huitième défense de la NBA, cinquième attaque de la ligue. Donc, ils sont top 10 défense-attaque, ce qui est extrêmement bon signe. Tom Thibodeau avait-il seulement besoin de temps pour trouver les bonnes combinaisons de joueurs? Une chose est sûre, selon moi, c'est que depuis le 1er décembre, Jalen Brunson s'est clairement imposé comme le patron de cette équipe sur le terrain. C'est une des meilleures recrues de l'été. Il justifie largement le contrat qu'il a signé avec le club. Là, quand tu vois le contrat aujourd'hui de Jalen Brunson, c'est clairement un des meilleurs contrats de toute la NBA. Il est également un des favoris pour le titre de Most Improved Player, meilleure progression. Autour de lui, Thibodeau a réussi à bâtir un collectif où chaque joueur semble enfin avoir trouvé son rôle. Julius Randle, on a l'impression qu'il retouche un peu son niveau de 2021. RJ Barrett, énormément critiqué, il continue de progresser malgré tout. La défense proposée par Mitchell Robinson change totalement la dimension de cette équipe sur le terrain. Et même offensivement, il est très très utile. Emmanuel Quickley est dans la course du meilleur sixième homme de l'année et son énergie est clairement communicative. L'arrivée de Josh Hart en février a été une bénédiction et dans le vestiaire et sur le terrain. Giovanni, j'aimerais avoir ton sentiment global sur cette saison des Knicks pour commencer. Ah bah c'est une très bonne saison d'Enix, malgré les prévisions qui n'étaient pas forcément très optimistes, comme souvent lorsqu'on parle de New York. Mais oui, comme tu l'as dit, il y a des éléments, des pièces qui se mettent en place, et puis une certaine forme de continuité. Il y a Tom Thibodeau, le coach, qui est souvent décrié par rapport à sa méthode, par rapport à son style, par rapport à son body language. Là aussi, on parle souvent de body language. Tom Thibodeau, c'est pas le coach le plus le plus sexy de la ligue, on va dire, en Ouais. termes d'approche. Mais finalement, sur cette méthode qui est dure, qui fait des sacrifices aussi, parce qu'il y a des joueurs qui ont été mis sur la touche, et dans l'Hexagone, on en a beaucoup parlé, et ben Ouais. c'est une méthode qui a marché finalement. C'est une méthode qui demande de la solidarité au niveau de l'équipe, des efforts, et le travail paye, parce que effectivement là on sort d'une belle série de victoires, 9 victoires, et puis pas n'importe lesquelles, des victoires face à des concurrents plutôt costauds, hein. Il y avait des Boston Celtics chez eux, il y avait du Brooklyn Nets, même s'il y a eu quelques ajustements d'effectifs ces derniers temps. Non, non, c'est une équipe qui fonctionne bien, et qui, comme tu l'as dit, s'appuie sur une défense, et puis de bonnes individualités, et un Jalen Brunson qui change la donne sur la saison. Un meneur, ça change tout dans une équipe de jeu, dans une équipe de basket, hein, ça c'est sûr. Oui, clairement. Alors, est-ce que on peut s'en tenir à ça pour expliquer l'embellie du côté d'Enix depuis plusieurs semaines? Donc maintenant, ça dure et c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est plutôt de très bon signe pour l'Enix parce que ça veut dire qu'une fois en playoff, là, il y a vraiment une structure qui a l'air extrêmement solide, bien bâtie. Thibodeau a clairement trouvé, on va dire, sa rotation et ses schémas pour faire gagner cette équipe. On a l'impression que les rôles sont. Enfin, quand je vois Julius Randle aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il est beaucoup moins dans le forcing comme il a pu être, ce qui était, de mon point de vue, assez agaçant. Enfin, j'ai toujours détesté le voir tête baissée, essayer de forcer les choses plutôt que de s'en remettre un peu plus au collectif. Là, il n'y a plus du tout ce genre de problème, du moins beaucoup moins qu'auparavant. Comment t'expliques ce changement de dynamique? Est-ce que c'est juste une question de personnel ou est-ce que c'est des décisions de Thibodeau? Comment tu vois ça, toi? Ah, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs facteurs. Effectivement, Julius Randle, tu l'as évoqué, il est revenu en bien meilleure forme sur le début de la saison. La Ouais. saison précédente, voilà, est-ce que, la nouvelle paternité, lui avait joué des tours? Est-ce qu'il était moins en forme physique? Il faut croire. C'est un joueur qui joue beaucoup de matchs, qui joue beaucoup de minutes, et Ouais. qui est très fort, qui a vraiment une capacité physique importante, et on retrouve encore par séquence, hein, ces passages où il veut jouer le mismatch, où il veut jouer la force, et c'est un joueur Mmh. qui est difficile à tenir. Donc il joue sur sa force. Il y a d'autres joueurs dans la ligue, en mode bourrin, qui ont réussi, par le passé. Il calque un petit peu son jeu là-dessus, mais surtout il a retrouvé une adresse à 3 points, qui a été moquée, hein, lors du All-Star Weekend, parce qu'on s'est dit: «Tiens, qu'est-ce qu'il fait là? C'est pas un shooter à 3 Ouais. points».
C'est pas un shooter de concours, ça c'est certain, ça s'est vu. Il a répondu à l'appel d'un forfait, mais voilà, autrement, en match, non, c'est vraiment un joueur qui arrive justement à retrouver son niveau d'adresse qui était le sien lorsque il finit la saison en MIP. Il est double All-Star, c'est pas volé. Et puis on a un Jalen Brunson qui joue à un niveau All-Star cette saison, clairement. Est-ce qu'il sera MIP? Il y a de la concurrence, ça pour les awards de fin de saison, on C'est verra. sûr. Mais c'est un All-Star dans notre cœur, nous les supporters des Knicks, clairement. Et dans le niveau de jeu qu'il a montré, il est joueur du mois sur le mois de février. C'est pas rien. Mois de février, c'était le mois du All-Star. Il a voulu, je pense aussi d'une certaine façon, prouver qu'il méritait sa place, qui même si il n'a pas été appelé sur cette kermesse du basket, bah, il aurait très bien eu sa place parmi les joueurs sélectionnés. Et voilà, ces deux gauchers se sont bien trouvés. RJ Barrett qui complète le Big Three, on va dire, mais qui est un peu plus en retrait, qui est un peu plus critiqué. On attend plus de régularité de sa part. Voilà, c'est encore un jeune joueur, il y a encore des choses à polir dans son jeu. Et puis le banc ces derniers temps, avec un Quickley Tout à qui est fait. phénoménal. On l'a vu à Boston, il a remplacé Brunson qui était touché à la cheville, qui était au repos, et il va finir un match à 38 points, record en carrière, et 55 minutes de jeu, quoi. Et avec une fraîcheur, une folie, un dynamisme qui est vraiment très sympa à voir. Donc non, on a une équipe qui fait un groupe qui vit bien. Ça fait cliché, mais c'est vraiment ce qui ressort. Malgré les choix difficiles pour certains joueurs et pour autant, Mhm. bah voilà, quand les victoires sont là, bah tout va bien et les joueurs ont retrouvé le sourire et la joie de jouer ensemble malgré les efforts, malgré l'intensité qu'ils mettent soir après soir. Donc ça fait ça Oui, fait plaisir et ça fait gagner et ça fait gagner. ouais, c'est vrai que tu parles d'intensité, c'est ce qui saute aux yeux quand tu regardes les Knicks jouer aujourd'hui. C'est cette espèce d'énergie incroyable. Et ça, c'est l'école Thibodeau, hein, clairement. Pour le coup, Thibodeau, on peut critiquer ses schémas de jeu qui sont pas forcément. Je veux dire, c'est pas l'architecte de l'année, Thibodeau, en termes de construction stratégique sur un terrain. Mais en tout cas, il a clairement cette capacité à faire, à motiver les troupes. Et quand tu vois cette énergie sur le terrain, Emmanuel Quickley, tu en parles justement, clairement, il personnifie ça clairement sur le terrain, quoi. Et Josh Hart, c'est C'est pareil d'ailleurs. Thibodeau en parlait récemment là de Josh Hart. T'as l'impression que c'est Josh Hart, c'est un joueur que Thibodeau aurait pu créer dans un laboratoire pour lui, quoi. Tu vois. Ouais, Josh Hart, très bonne recrue. C'est pas le nom le plus Incroyable. clinquant de la ligue, mais il a tout de suite collé à l'ADN Knicks et puis tout de suite s'est fait adopter par le public du Garden parce que il joue à l'intensité et il joue des deux côtés du terrain. Et c'est ce genre de joueur dont les Knicks ont besoin pour voilà intégrer le collectif. Donc de la défense, du jeu collectif. On n'en a pas parlé. Il y a un Quentin Grimes qui a récupéré une place de titulaire Tout relativement à tôt fait. dans la saison. C'est qu'un sophomore, hein. Il avait fait un petit peu quelques apparitions intéressantes en saison rookie, mais là, il a vraiment récupéré une place de titulaire qui est pas volée du tout et qui est un joueur qui se met au sens du collectif, qui va apporter de la défense, qui va avoir un petit côté slasher, qui peut aussi dégainer pas mal de loin, mais qui a une super vision au niveau du jeu de la passe, du passing game. Donc ça, c'est très intéressant. Et oui, offensivement, tu l'as dit, Tom Thibodeau, il s'appuie beaucoup sur de l'isolation, ISO Randle, ISO Bronson. Ça marche cette saison très bien. On verra si en playoff ça devient plus C'est compliqué. ça. C'est une toute autre compétition, chaque chose en son temps. Mais en tout cas, pour cette saison, eh ben, ça permet de retrouver, comme on dit aux États-Unis, un côté légitime. L'équipe est legit quand on parle des Ouais. Knicks. Et voilà, il mène la vie dure soir après soir aux différentes équipes qu'il rencontre. Les Knicks lâchent rien, même quand il y a eu des retards, bah, ils s'accrochent. Donc voilà, c'est plutôt intéressant parce que chaque match, il est joué pour être gagné. Il y aura des défaites hein, sur cette fin de saison, on va pas finir en boulet de canon pour jusqu'au playoff. Mais voilà, là, ils ont leur destin entre leurs mains. Début de saison, beaucoup s'accordaient à dire, voilà, on va peut-être essayer d'accrocher un play-in et puis pourquoi pas se glisser en playoff. Là, maintenant, on parle d'une qualification directe et peut-être, pourquoi pas, si ça se passe pas trop mal, allez, pourquoi pas chercher une quatrième place. Donc, Ouais. c'est signe vraiment que les choses se sont bien installées côté Knicks et à New York.
Avant de parler des playoffs, j'aimerais te parler un petit peu de Mitchell Robinson dans mes recherches sur les Knicks et ce que j'ai pu voir ces derniers matchs. Mitchell Robinson, ça reste un joueur, je trouve, dont on ne parle pas assez dans ce qui se passe aux Knicks actuellement. Je trouve que sa présence défensive notamment, je veux dire, quand il est sur le terrain, défensivement, les Knicks, ils sont absolument incroyables. Et la différence entre sa présence sur le terrain ou non change beaucoup la donne, Oh clairement. oui, oh oui. Euh, Ce qui me fait rire, c'est qu'il a été blessé. Il est resté pendant plusieurs semaines, donc à pas pouvoir jouer. Il s'est entraîné, il s'est bâti une condition physique absolument incroyable. Et il a dit récemment que ça l'aide beaucoup aujourd'hui, notamment à jouer le Thibodeau style, à savoir beaucoup de minutes. Tout ça pour dire que sa défense apporte notamment des possibilités de contre-attaque. À quel point, toi, tu vois Mitchell Robinson. Enfin, est-ce que tu comprends pourquoi Mitchell Robinson. Enfin, est-ce que tu comprends? Est-ce que tu vois, toi aussi, bien évidemment, Mitchell Robinson comme un élément indispensable aujourd'hui? Et pourquoi on n'en parle pas tant que ça de ce gars-là? Je comprends pas. Ah, on n'en parle pas, ouais, si on en parle un peu au niveau du cercle des fans d'Enix, mais Ouais. effectivement, c'est un joueur qui a été prolongé, hein, ça aussi, il faut qu'on le rementionne vis-à-vis de cette saison. Il était en Mhm. contrat rookie, c'était un joueur qui avait été drafté au second tour, hein, qui avait pas fait la fac, qui avait pas fait la Tout à NCAA. fait. Donc, on sait déjà que pour les pivots, il y a toujours un temps pour arriver à maturité. Ça c'est valable pour Mitchell Robinson, mais comme tout un tas de pivots dans la ligue. C'est un poste qui demande des années d'expérience avant d'arriver vraiment à la plénitude de son potentiel. Et là, quand on a en plus un joueur qui a sauté la case NCAA, bon, on partait de loin en termes d'apprentissage basket. Il a de très bonnes aptitudes physiques, il a un centre de gravité plutôt haut et en termes de déplacement, des fois ça peut être compliqué vis-à-vis de certains match-up par rapport à des petits, Mhm. mais il a une très bonne combativité au rebond et cette année au rebond offensif, voilà, il récupère énormément de ballons en seconde chance, donc ça c'est tant mieux. Ça redonne de nouvelles occasions de mettre des paniers quand ça rentre pas du premier coup. Et puis il a une dissuasion, c'est un rim protecteur vraiment au sens propre du terme, quoi. Il est grand et il Ouais. peut aller contrer un peu comme il veut tout ce qui Il a bouge. vachement il a vachement progressé aussi là-dessus parce Ouais, il se qu'avant jette il avait moins, il tendance se jette moins. voilà, il avait tendance à faire des fautes à la con, à sauter quand il fallait pas. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il a vachement progressé sur la défense de position, de On positionnement. Il sait critique, se ouais, positionner et choisir le moment où il va aller contrer ou pas, quoi. c'est ça, il saute un peu moins, à la première feinte et c'est ce qui lui veut jouer des tours, sur ses premières saisons parce qu'il prenait énormément de fautes et très vite et ça le sortait, Tout à de fait. son rythme de match et ça le sortait de ses minutes de jeu. Donc là, il gère nettement mieux ses fautes. On parle plus vraiment de problème de fautes quand on parle de Mitchell Robinson et oui, il y a eu un passage où, voilà, il a été blessé, il a loupé quelques semaines là juste avant le All-Star break. C'est Jericho Sims, un jeune intérieur qui a pris le relais, Mmh. on va dire poste pour poste. Mais voilà, c'est pareil, on est sur un jeune pivot qui a besoin encore d'années pour s'aguerrir, qui a un profil un peu similaire dans le sens où il est athlétique, mais à la fois qui peut lui défendre plus facilement sur des petits joueurs. Non, Mitchell Robinson, c'est un élément indispensable pour la solidité de ce starting five. On n'a pas forcément besoin d'avoir que des joueurs qui sont en capacité de scorer. Mitchell Robinson, il va scorer sur alley-oop, sur un rebond offensif, donc il va prendre plutôt les miettes et il va pas être si souvent servi par ses coéquipiers. Quoique, avec R.J. Barrett, avec Quentin Grimes, il va être trouvé de temps en temps. Mais voilà, c'est pas une option première dans le système offensif. Mais par contre, Mmh. défensivement, très utile à la dissuasion, au rebond. C'est un élément indispensable pour espérer voilà, aller loin au printemps. Ouais, je crois que dans le ratio de rebond offensif, il est deuxième de la NBA, Mitchell Robinson, il me semble. Faudrait que je vérifie ça, mais en tout cas, il est tout en haut du panier et il fait partie des rebondeurs offensifs élites de la ligue. Et c'est vrai que tu fais bien de le souligner. Moi, ce qui me surprend le plus avec les Knicks aujourd'hui, c'est leur qualité offensive, en fait. Je pensais pas qu'avec avec cet effectif, ils arriveraient à se hisser à ce point. euh, Dans le haut du classement dans des meilleures attaques de la NBA, quoi. C'est pour moi le truc le plus surprenant de toute cette histoire. Clairement, je m'attendais absolument pas à ça et j'ai aucun problème pour le dire. Je suis très surpris et tant mieux pour les fans d'Enix. Pour terminer, Joanie, je voulais savoir
concrètement, pour les playoffs, comment, en tant que fan, tu abordes cette histoire? Parce que on l'a bien vu en 2021, c'était tout feu, tout flamme, et puis ça s'est complètement craché dès le premier tour face à Atlanta. Euh, j'ai l'impression que ça va être un peu différent quand même cette fois. Est-ce que tu es optimiste ou pas? Ouais, bah, du coup, oui, effectivement, ça va être une post-season qu'on attend différent. Bien sûr, on n'a pas envie d'une série qui est vite expédiée en 4-1 et puis voilà, la fête est finie, on remballe on remballe les cotillons et tout. De là, aujourd'hui, à placer les Knicks contender, moi, c'est clairement pas, une vision que j'ai, vis-à-vis de l'effectif. Il y a des équipes qui sont mieux armées, qui ont plus de vécu, en post-season, dans la conférence Est, donc attention avant de s'enflammer. Je sais qu'on s'enflamme vite à New York. Non, ce qu'il va falloir, c'est être bon assez vite dans ces playoffs. On verra quel est l'adversaire à affronter. Moi, je suis pas forcément trop partisan d'avoir l'avantage du terrain. Terminer quatrième, ça serait bien, ça serait beau, et ça ferait un petit pied de nez par rapport à tous ceux qui croyaient pas au Knicks en début de saison. Mhm. Mais limite, vaut mieux démarrer ta série avec des matchs à l'extérieur. T'essayes d'accrocher un des deux matchs à l'extérieur, et puis après, voilà, quand tu reviens à la maison, t'as un petit peu moins de pression que de commencer tout de suite au Madison Square Garden. Donc, on verra. Beaucoup aimeraient voir une opposition contre Cleveland. En plus, avec cette histoire de cet été, Donovan Mitchell qui vient à New York, qui vient pas à New York, Ouais, ça rajouterait forcément un petit peu de storytelling, ce que aime bien la ouais, NBA de toute façon. carrément. Donc, ça ferait tout de bien pour vendre cette série. Ça, sur le papier, ça se veut aussi être normalement les séries les plus accrochées, parce que c'est deux équipes qui sont à peu près au même niveau de bilan à l'issue d'une régulière. Mais oui, les Knicks sont mieux armés cette saison pour aborder les playoffs. Il y a plus d'expérience, tout simplement, parce que l'échec de la campagne Mhm. de 2000, du We Year, là, de 2021, il reste dans les têtes, mais du coup, les joueurs ont appris, et au rayon des joueurs qui ont appris, je pense que Julius Randle, en mode revanchard, il essaiera de parfaire les erreurs qu'il a fait, et puis il va être mieux entouré. Jalen Brunson, la saison Tout dernière, à on a fait, vu ce que ça donnait en playoff. C'est un joueur qui est tout à difficile fait. à tenir. Donc ça fera pas des Knicks des favoris pour l'opposition qu'il y aura au premier tour, qu'on connaît pas encore, hein. Il y a encore quelques matchs, ça peut glisser dans un sens ou dans l'autre dans les classements de la conférence Est. Ça reste assez serré quand même. Mais voilà, un effectif avec plus d'expérience tout de même, avec plus de qualité. Quickley, Josh Hart, Grimes. Et puis, il faut pas oublier que, on en a parlé un peu tout à l'heure, Mitchell Robinson, il n'était pas là sur la campagne de playoff face à Atlanta, et ça a quand même manqué. Ça a quand même manqué. Donc, ouais, comment dire, en playoff, le rythme ralentit. Les défenses, elles reprennent encore plus d'importance. On dit souvent que l'attaque fait gagner des matchs et les défenses font gagner des titres. On n'en est pas en train de parler de titre à New York. J'aimerais bien, on aimerait bien. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de titre, mais chaque chose en son temps. Devenons aussi légitimes, legit en playoff, et puis on verra après pour rajouter des pièces, pour envisager l'échelon supérieur. Mais ouais, que les Knicks mènent une belle campagne de playoff. Si on passe un tour, c'est champagne pour tout le monde. Si on Tu arrive à avoir m'étonnes. un premier tour qui est accroché, où on est compétitif, moi je pense que ça sera, quoi qu'il arrive, une saison réussie pour New York, parce que ça sera un retour dans les équipes qui comptent, et finalement, pourquoi pas donner envie après de se renforcer avec d'autres joueurs. Donc ça, on verra, chaque chose en son temps. Mais les Knicks sont mieux armés, sont plus en forme, plus en force pour être sérieux en playoff et être un peu ce poil à gratter qu'on évoque assez souvent. Il y a toujours une équipe un peu comme ça que personne n'a envie de rencontrer. Bah, je pense que Tout à fait. on n'aura pas trop envie de se frotter aux Knicks et au Garden sur ce retour en playoff en 2023. Yes, merci beaucoup, Johanny, d'avoir été disponible pour parler d'Enix. Et puis, bah, j'espère pour toi que tout ce que tu viens de dire se concrétisera. Merci pour l'invitation, et puis bah, bonne continuation et puis bonne écoute au podcast pour tous les auditeurs. Yes, merci. À bientôt, Ciao, Johanny. ciao. Ciao. Voilà, on est de retour avec Shai. On va parler, toi et moi, désormais de deux clubs. Des Clippers et des Warriors, deux clubs qui étaient considérés comme faisant partie des favoris pour le titre en début de saison, hein. Clairement, il y a beaucoup de gens qui ont dit les Clippers, ils ont enfin l'équipe
pour aller au bout. Les Warriors, ils sont champions en titre. Forcément, tu les enlèves jamais. On va commencer par les Clippers, si tu veux bien. Ouais, bien sûr. Voilà, les Clippers qui aujourd'hui sont en train d'essayer d'éviter le play-in à l'heure où nous parlons. Depuis le All-Star Break, l'équipe a enchaîné 5 défaites consécutives. Ces 5 défaites étaient assez différentes les unes des autres. Il y en a qui étaient plus problématiques que d'autres. Ils ont remporté leurs 2 derniers matchs, dont une victoire in extremis face aux Grizzlies en sous-effectif. Ouais. Défensivement, cette équipe des Clippers est juste atroce à l'heure qu'il est. C'est la 26e défense de la NBA depuis le All-Star Game. Alors, l'échantillon est très très faible, mais Tyronn Lue clairement fait face à de nombreux problèmes qui paraissent tous ô combien compliqués à résoudre. La défense ne fonctionne pas en l'état. Même si face aux Grizzlies, il faut le souligner, hein, Tyronn Lue nous a sorti un small ball. Il était complètement bizarre ce match. Ouais, c'est clair. Ils se prennent 50 points au 3e quart-temps, je crois. Oui. Ils autorisent moins de 20 points au 4e quart-temps et ils finissent par gagner ce match. Non, c'est une équipe tellement difficile. Ouais, c'est une équipe tellement difficile à analyser et à comprendre en fait, parce que là pour revenir sur les difficultés dont tu parlais, il y avait déjà effectivement ces problèmes que tu as évoqués, et c'est pour ça que j'étais dans l'incompréhension quand ils ont signé Westbrook, parce que c'était un autre aménagement, il y a un autre problème à ajouter à l'effectif, à résoudre, parce que ça amène bien des complexités dans tout ce système-là. Je vais commencer par être positif, parce que c'est pas vraiment un tenant de ma pensée sur les Clippers, mais Ouais. je pense qu'il y a un scénario où les Clippers sont totalement différents en playoff de ce qu'ils montrent là en saison régulière. C'est-à-dire une équipe inconstante dont on a du mal à définir le style, le plafond, les limites, tout ce que tu veux. Et dans ce scénario, Kawhi et Paul George prennent pas de jours off un peu quand ça les arrange, et sont les two-way players phénoménaux qu'on connaît et qui sont, je pense, encore capables d'être sur une série de playoffs. Et là, auquel cas, si tu dois affronter cette équipe-là dès le premier tour, tu maudis un peu le sort, parce que c'est quand même, ça peut être très fort. Mais même dans ce scénario optimiste-là, et avec ce qu'on voit depuis le All-Star Break et même avant, honnêtement, j'ai zéro garantie que la machine va bien tourner, ou en tout cas suffisamment bien pour aller au bout presque, quoi. Et c'est un peu ça le souci, parce que vu la manière dont s'est construite l'équipe et les ambitions qu'elle affiche depuis le début ce fameux coup double avec Kawhi et PG, tout autre résultat qu'une finale de conf ou même des finales NBA, c'est direct une déception. Donc oui. Complètement. Et comme je te dis, comme je l'ai dit, défensivement, ça va pas du tout. Offensivement, c'est un peu mieux. Ils sont plutôt solides, et je veux bien croire. Enfin, quand t'as Kawhi et Paul George, t'as plus intérêt de montrer un bon visage offensivement. Mais l'arrivée de Westbrook fait que les Clippers, qui étaient une des équipes au top niveau en termes de limitation des balles perdues, aujourd'hui, elles perdent des ballons dans tous les sens, ce qui fait que ça crée des contre-attaques pour les équipes adverses, et que ça noie complètement leur schéma défensif. Alors, c'est pas une critique personnelle envers Westbrook, c'est juste un constat quelque part. C'est un joueur qui a toujours perdu beaucoup de ballons, qui a un jeu qui est un peu trop fougueux parfois. Là, ils viennent de récupérer Zubac, qui va peut-être aider un petit peu la défense, parce que c'est un défenseur, notamment à l'intérieur, plutôt solide. Mais là, si je suis Tyronn Lue, je me dis, mais le nombre de combinaisons qu'il va devoir essayer de trouver pour faire en sorte que ça fonctionne, sa décision de mettre Westbrook dans le 5, je t'avouerai, m'a totalement pris de court, quoi. Ouais. Faire venir Westbrook, c'est une chose. Se dire, tiens, on rajoute cette corde à notre arc, je le comprends, je le conçois, pourquoi pas. Mais le balancer immédiatement dans le 5 majeur, et même lui donner autant de minutes que ce qu'il joue actuellement. C'est ça, ouais. Ça, je t'avoue que je comprends pas, et je sais pas, on n'a aucune certitude, mais en play-off, je sais pas si ça risque pas de les noyer quelque part. Si, mais je veux pas faire le penseur marginal et dire que je crois que Westbrook est une recrue fantastique, parce que c'est pas le cas à mes yeux, mais c'est surtout indépendamment de lui, qui est pas, lui, c'est un pro, il fait ce qu'il est encore capable de faire après tous les échecs qu'il a subis, dans le jeu actuel qui est un peu moins adapté à ses qualités, tout ça. Mais en fait, c'est juste que c'est déjà pas ce dont ils avaient le plus besoin, à mon avis. Ça fit pas, en fait. Ça fit tout simplement pas. Pour moi, ils avaient plus besoin d'un. Ils ont résolu quelques soucis. Ils se sont offert un peu de profondeur avec des scoreurs, etc. Les Gordon, le genre Denver, ça y est, donc j'ai déjà oublié le nom, Bones Island, voilà. Ouais. Donc ça, ok, c'est des petits ajustements qui étaient intéressants, mais pour moi, ils avaient besoin peut-être
meneur plus chef d'orchestre, je sais pas, à la Mike Conley, quelque chose comme ça, expérimenté, plus que d'un joueur comme Westbrook qui, comme tu le dis, a même ses défauts, ses qualités et ses défauts qui sont malheureusement plus importants aujourd'hui qu'à une époque. Et donc, je suis d'accord avec toi, c'est pas Westbrook n'est pas le problème de l'équipe, c'est juste que l'équipe tournait bien, avait une forme de formule qui fonctionnait et ça a un peu déstabilisé et obligé Tyronn Lue à trouver encore d'autres formules en fin de saison régulière, alors que t'es pas encore qualifié directement pour les playoffs. C'est très compliqué. J'ai pas compris le timing non plus et ça. Moi, je pense qu'il y a de toute façon, il y a un problème de gestion et de culture dans cette équipe, tout simplement depuis quelques années. Et ça se voit avec ces moves-là qui sont incompréhensibles, quoi. Oui, complètement. Et le truc avec Westbrook, tu vois, cette fin de match face aux Grizzlies m'a forcément rappelé ce que faisaient les Rockets en 2020 quand Westbrook est arrivé dans cette équipe. Donc, ils font un small ball. Le small ball, attends, je l'ai noté, c'était quoi? C'était Westbrook, Leonard, George, Gordon et Morris pour finir le match. Leur défense était absolument hallucinante. Ouais. Ils ont encaissé style 2 points pendant 7 minutes du match. Ils ont limité le nombre de tentatives à 3 points de façon hallucinante. Donc pendant 7 minutes et demie, on va dire, la défense sur ce small ball était impressionnante. Ça bougeait dans tous les sens. Ils arrivaient à générer des pertes de balles. Ils faisaient des prises à deux sur Jaren Jackson au poste ou sur Xavier Tillman au poste dès qu'ils essayaient de profiter de l'avantage de taille. Il y avait toute une stratégie qui était plutôt pertinente, je trouve, de la part de Tyronn Lue. Maintenant, la vérité, on le sait tous depuis qu'Houston a fait ça, c'est que physiquement, tenir tout un match comme ça, c'est quasiment impossible. Clairement, c'est quasiment impossible. Et que le fait de ne plus avoir de protection du cercle, c'est-à-dire que clairement, les Plumlee et Zubac sont injouables avec Westbrook. Il faut tout de suite arrêter le délire sur le fait que Westbrook va pouvoir évoluer avec ces gars-là. Enfin, avec Zubac, non, c'est clair, c'est pas possible. Mais à partir du moment où tu as un grand qui ne sait pas shooter sur le terrain, c'est très compliqué d'intégrer Westbrook dans ce 5. Ouais. Voilà, c'est ce que tu disais tout à l'heure. En fait, la complexité d'intégrer Westbrook, tu rajoutes une équation sur une équation qui était déjà très compliquée, quoi. Et je pense pas que ça les mène quelque part, en fait. C'est pour ça que s'ils se sortent de cette situation, si Tyronn Lue se sort de ça et arrive à ce que la campagne de playoff soit réussie, donc ça demande quand même de faire beaucoup de choses. Là, il faudra reconnaître que Tyronn Lue a un coach incroyable parce que je suppose que c'est pas lui qui a demandé telle ou telle recrue. Il avait peut-être son mot à dire, mais s'il arrive à se sortir de ça et à faire en sorte que l'équipe soit très compétitive et aille loin, faudra sévèrement revoir sa place dans les meilleurs coachs de la ligue, je pense. Tout à fait. Et Tyronn Lue est un coach que je respecte énormément. Moi, j'ai toujours trouvé que ses rotations il avait, comment dire, il osait des choses dans ses rotations que tu vois rarement en NBA. Ouais, absolument. Et je trouve que c'est un coach qui manque pas d'inventivité quand il est dos au mur, notamment. Ouais. Et je pense vraiment pas que ce soit le problème des Clippers en tous les cas. C'est plutôt un atout qu'ils ont. Et pour moi, c'est leur souci, il y a vraiment cette espèce de culture qui s'est créée autour des deux joueurs principaux, qui individuellement sont des joueurs exceptionnels. Hein. C'est pas fou de le dire. C'est bon un peu leur personnalité. T'as deux joueurs fabuleux, mais il y en a un qui fait un peu dans l'automédication, on a l'impression que ses décisions de jouer ou pas sont pas liées forcément à l'avis du staff médical. Et Paul George qui est un peu dans une forme de culture de l'excuse, qui a du mal au moment où la compétition devient intense, a un peu de difficulté. J'ai l'impression, je me souviens quand même, ça me fait penser à l'époque où il y avait encore Pat Beverly et compagnie dans l'équipe, au pire moment où la première saison où Paul George et Kawhi Leonard sont arrivés, on savait que dans le vestiaire il y avait des mécontentements parce que les deux faisaient un peu ce qu'ils voulaient, dans le sens ont des privilèges mais ne sont pas leaders par l'exemple, etc. Donc ça après, j'ai l'impression que ça s'est perpétué sur les saisons qu'on suivi, et c'est atténué par le fait que ce sont des joueurs absolument fantastiques et que quand ils sont ensemble, ce qui n'arrive pas si souvent que ça malheureusement depuis qu'ils ont signé aux Clippers, là ils sont vraiment très forts et ils peuvent encore l'être sur une série de playoffs, sur 2 séries de playoffs, c'est très possible. Mais je suis vraiment pas optimiste pour que ça arrive parce que il y a une sorte de schéma qui se répète avec eux et je trouve que ça
ça laisse pas penser que ça va se régler comme ça du jour au lendemain, surtout avec toutes les complexités qu'on a évoquées juste avant, quoi. Ouais, je dirais presque la même chose que pour ce qu'on a dit pour KD et Chris Paul, à savoir que pareil, Leonard et Paul George, les voir rester sains de corps pendant 4 séries de playoffs jusqu'au titre, aujourd'hui, ça me paraît excessivement difficile d'envisager ça, en fait. C'est clair, c'est clair. Rien que ça, en fait. Et là, les Clippers, donc j'ai regardé le classement, ils sont actuellement Ouais. 5e. Ils sont à moins d'un match de se retrouver dans le play-in. Ouais. Ils sont tout ce corps mou du playoff à l'ouest, c'est n'importe quoi. Ouais. Ils sont à moins d'un match de se retrouver au play-in. Ils sont à seulement 2 matchs d'être totalement hors des playoffs. Tu te rends compte? Non, c'est fou. C'est hallucinant. Et attends, le calendrier qui suit, c'est New York le 11 mars. Le 7, dans la nuit du 15 au 16, ils vont jouer contre Golden State. Et je te raconte pas ce match, Ah ouais, la la pression, pression ultime que ça va être. c'est clair. Après, t'as Orlando, Portland, 2 fois Oklahoma, les Pelicans, Chicago, Memphis, Pelicans encore, les Lakers, les Blazers, et ils terminent par Phoenix. Le calendrier est pas du tout sympa. Il est chaud, mais j'ai l'impression, pour peut-être rester pour être un petit peu optimiste après avoir été sceptique, je pense quand même que si les deux sont là et qu'autour les joueurs, notamment les nouveaux arrivants, arrivent à faire le job, je pense qu'ils vont aller directement en playoff et que ça posera pas de problème. Mais effectivement, le classement, il est alarmant. Le seul truc qui m'inquiète un peu, c'est d'avoir vu l'autre jour, comme je te disais tout à l'heure, que Young annonçait devant la presse direct après la fin du dernier match, je jouerai pas le match demain. Et Paul George dans la foulée dire, je verrai au réveil demain matin si je suis dispo pour le match suivant. Enfin, ça me semble invraisemblable en fait. Mais s'ils sont là tous les deux fiables à 100%, sans rater de match, je n'ai pas trop d'inquiétude pour eux sur la qualif. Au-delà, par contre, ça va être compliqué. Oui. Je sais pas si un jour il y aura une enquête approfondie sur le passage de Kawhi Leonard, enfin du moment où ils ont recruté ce mec-là, la rançon qu'ils ont payée au Thunder pour faire venir Paul George. Je veux dire, on est face à un des cas de transfert, de signature de free agent, de construction d'équipe les plus fascinants de ces dernières années, quoi. Le trade, il est incroyable. Enfin, le trade, quand on le regardera a posteriori, même déjà aujourd'hui, il est intéressant à analyser. Hein, mais c'est un petit braquage parce qu'ils savaient que les Clippers étaient dans l'urgence, que Kawhi avait très probablement exigé que Paul George vienne, et lui spécifiquement. Donc, Sam Presti s'est régalé et il a demandé de plus en plus d'assets. Même si on ne savait sans doute pas que chez Gilgeous-Alexander serait aussi fort, quand on regarde aujourd'hui sur notre bilan des Clippers, le nombre de matchs joués par Kawhi et Paul George, leurs accomplissements collectifs et la trajectoire qu'est en train de prendre OKC, je pense que le trade sera en définitive à l'avantage du Thunder. Ça reste à voir, hein, mais c'est un trade assez fascinant. Ouais. Parce qu'on pourra dire ce qu'on veut concernant les Lakers et leur transfert d'Anthony Davis avec les Pelicans, mais mine de rien, ils ont rempli le contrat, ils ont gagné un titre. Ils ont gagné un titre. Ça, on pourra jamais leur enlever. Oui, un titre dans la bulle, tout ça, tout ce qu'on veut. Dans les livres d'histoire, potentiellement, on n'en parlera plus vraiment. Voilà, ils ont au moins gagné un titre. Et d'ailleurs, je me suis demandé, ça sera un sujet pour un autre podcast, mais je me suis posé la question de savoir... en fait, sur les derniers titres remportés sur les 15 dernières années, combien de clubs ont monté une équipe de toutes pièces et ont réussi à s'imposer? Il y en a, mais c'est souvent dans la difficulté. Si tu regardes le hit de LeBron James, Wade et Chris Bosh, sur 4 ans ensemble, ils ont gagné 2 fois le titre. Et on parle de LeBron James, qui est le meilleur joueur de sa génération et le meilleur joueur potentiellement de l'histoire de la NBA, quoi. Non, mais ça marche très rarement et on le voit de plus en plus, en fait. Hein. Je pense que là, ce qu'ont fait les Clippers en redémarrant de zéro, d'autres équipes qui ont ajouté les assets comme ça en chamboulant tout, c'est de plus en plus compliqué pour que ça fonctionne. C'est du travail de longue haleine. Et d'un côté, c'est presque rassurant sur la valeur du travail à long terme et de la construction patiente et intelligente. Moi, c'est pas un modèle de construction d'équipe que j'apprécie forcément, que ce soit ce qu'ont fait les Lakers ou ce qu'ont pu faire les Clippers. Forcément, ou les Nets à un moment, même si au final ils avaient plutôt bien bossé avant de faire venir Kyrie et KD, mais ouais, je suis d'accord, c'est pas un modèle qui me semble le plus amené à te garantir du succès.
Ouais, ça serait intéressant. Je vais me pencher sur cette question. J'en ferai un podcast sur tous les derniers champions et voir qui avait un socle construit, comme les Warriors dont on va parler tout de suite, Ouais. et qui a réussi à monter un truc de A à Z quasiment, et, euh, et, et pour finalement décrocher le titre, quoi. J'ai hâte de voir ça. Je ferai ça pour un autre podcast, promis, chers auditeurs. On va parler des Warriors, qui sont un petit peu dans la même situation que les Clippers, hein, dans cette espèce de course pour ne pas participer au play-in. S'il ne faut jamais sous-estimer le corps d'un champion, certes, les Warriors, eux, sont en train de lutter contre un flot continu de blessures et un manque évident de constance dans l'effort depuis le début de saison. Pour moi, il y a deux façons de voir la chose. Tu as le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. À moitié vide, c'est Stephen Curry qui ne parvient pas à se relancer après un début de saison de haute volée. Je rappelle que jusqu'à la mi-décembre, il tournait à plus de, en termes d'adresse, à 50, 40, 90, à plus de 30 points par match. Merci, au revoir. Gary Payton, The Third, ne revient pas ou mal. Andrew Wiggins, qui est tenu à l'écart par ses problèmes familiaux, on espère que ça se résoudra pour lui, est écarté des terrains et puis ne revient pas non plus et à la tête ailleurs. Mauvaise énergie entre Draymond et Jordan Poole qui refait surface au pire moment, c'est-à-dire à l'attaque des playoffs. On peut dire aussi le verre à moitié plein, une équipe qui presse le bouton on, Curry qui retrouve des couleurs juste avant les playoffs, Klay Thompson qui continue sur sa lancée et qui plante plus de 4 tirs à 3 points par match, Draymond qui rentre en mode playoff et qui pilote l'attaque et la défense d'une main de maître comme il sait le faire et qu'il a déjà prouvé, Wiggins et Payton en mode pitbull défensivement, les joueurs qui ont pris des responsabilités sur le banc, je pense notamment à DiVincenzo, JaMychal Green, qui portent leurs fruits, Kuminga aussi qui a pas mal glané des minutes et qui a été plutôt efficace ces derniers temps. Personnellement, après une décennie à suivre cette équipe des Warriors, je suis incapable de me dire que c'est impossible pour eux de ne pas aller au bout, même si statistiquement, on sait que si tu es cinquième, par exemple, de la conférence, ça va être très, très compliqué, quoi. Il va falloir sortir un exploit à la Houston Rockets 95, et ça arrive jamais quasiment dans NBA. Ouais. Bah, c'est ça. Euh, et par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce que les Warriors, c'est l'équipe, est-ce qu'ils sont l'équipe qu'ils sont, c'est-à-dire ce que leur classement nous dit qu'ils sont, à savoir une équipe qui n'arrive pas à trouver son rythme et qui est en galère et qui de toute façon se fera plumer par une équipe qui, elle, est beaucoup plus certaine de ses forces, ou est-ce que ça reste un monstre, un géant endormi qui, s'ils parviennent en playoff, à entrer en playoff avec un effectif à peu près au complet comme il faut, peuvent absolument détruire tout le monde. Bah, j'essaye de garder en tête la citation de Tomjanovic que tu as citée tout à l'heure sur le cœur du champion. Ouais. J'essaie vraiment de garder ça ces dernières semaines parce que j'essaie de me dire qu'ils sont champions en titre, qu'ils ont une culture de la gagne et du vivre ensemble qui est établie, qui a fait ses preuves. Ouais. Ils viennent de récupérer l'assassin qui est Stephen Curry. Wiggins est qu'un élément clé, pas encore là. Je pense qu'il va finir par revenir aussi correctement. Mais je sais pas, j'arrive pas à retrouver la vibe de l'équipe que j'ai pourtant mise championne dans mes pronos début de saison. Hein, mais c'était avant que Draymond Green ait cet incident avec Jordan Poole, qu'il y ait une atmosphère pesante tout au long de la saison, même indépendamment de cette affaire-là, qui est déjà révélatrice. J'ai du mal, je trouve que l'atmosphère est compliquée. Je retrouve pas non plus cette espèce d'appétit et de faim de prouver qu'il faut aller gagner, qu'il faut donner tort aux sceptiques. Et pourtant, comme tu le dis, il y a des choses très positives ou en tout cas encourageantes. Curry qui revient bien, Draymond Green, même si là ces derniers jours on parle que de l'embrouille avec Dillon Brooks, etc. Sur le banc de jeu, on retrouve vraiment, je trouve le Draymond un peu général de défense et pilote de l'équipe. Je le trouve bon. Clay retrouve sa force de frappe offensive. Kuminga a fait de belles choses aussi. Ils ont bien fait de s'accrocher à lui, je pense. Mais c'est juste que je sens pas cette même faim et cette faim d'aller gagner et de donner temps aux sceptiques, tu vois. Ouais, et c'est exactement ça. J'ai l'impression qu'il y a une fatigue émotionnelle qui, tu vois, je sais pas si tu as déjà ressenti ça depuis que tu es fan NBA, mais on dit toujours que c'est toujours compliqué de remettre le couvert, d'aller gagner ce deuxième titre parce que émotionnellement, après, tu vois, l'an dernier, les Warriors, ils sont allés chercher un quatrième titre avec ce trio là, Green, Thompson, Curry. On peut mettre aussi Iguodala dans le tas, tiens, tant qu'à faire. Ils ont prouvé qu'ils pouvaient gagner sans Kevin Durant. Curry a définitivement assis à son autorité en tant qu'un des tout meilleurs joueurs de l'histoire de la ligue.
il y a eu plein de choses émotionnellement. Il y avait cette faim, il y avait cet appétit dont tu parles. Et là, cette année, on sent que c'est beaucoup plus compliqué, que ça soit pour les joueurs, que ce soit pour Steve Kerr. Euh, on a l'impression que tout le monde est un peu éreinté psychologiquement et que bah, ça va être compliqué. Et j'arrive ni à les rayer de l'histoire et j'arrive pas non plus à me dire ah c'est bon, j'ai ultra confiance en eux quoi. Tu C'est ça, vois? mais c'est impossible de les rayer de toute façon parce que ils ont un profil même, juste ne serait-ce que le profil de jeu et les atouts pour jouer contre différents types d'équipes. Bah, rien que ça fait que tu peux pas, il n'y a aucune équipe qui arrivera en confiance contre eux en fait. Donc Ouais. rien que ça c'est bon, mais par contre il y a beaucoup de conditionnels parce que si Curry a un petit pépin physique, si Draymond dépoule là ces derniers jours, bon. Pendant le match, ouais, ça a un peu ressurgi, l'espèce de petite Ouais, animosité avec l'intrigue des contrats et compagnie. Bon, c'est ça. euh, il y a beaucoup de conditionnels quand même. Si Wiggins, parce que Wiggins c'est vraiment un élément ultra déterminant sur les dernières finales, s'il est pas là, je sais pas s'ils sont champions honnêtement. Tout à fait. Faut que lui revienne et revienne bien. Que Draymond reste à un niveau global et défensif de cet acabit-là. Il y a plein de choses. Que Clay aussi reste à ce niveau-là. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de si, et j'ai moins d'interrogations chez d'autres équipes, même à Ouais. l'Ouest en fait. À l'Est, c'est presque une évidence, et à l'Ouest, même à l'Ouest, il y a des équipes qui me paraissent plus sûres de leur force, quoi. C'est ça qui est terrible en fait dans cette conférence Ouest, c'est que les usual suspects Ouais. qu'on avait l'habitude de mettre en haut de la liste, voilà, typiquement, bah, les Clippers en font partie, Mhm. quoi qu'on en dise. Les Warriors, Phoenix d'une autre mesure. Mais en fait, ces équipes-là, elles sont quasiment illisibles, Ouais. puisque l'échantillon de 2 au complet n'existe quasiment pas ou très peu. Et il y a toujours des éléments clés. Là, Wiggins, par exemple, aux Warriors, qui n'est pas là. Et comme tu dis, on peut le considérer comme un role player, mais c'est un mec qui est absolument indispensable Bien sûr. dans la totalité de ce qu'ils font, défensivement et offensivement. Mais tu vois, c'est là les limites. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, que ce soit pour les Clippers ou pour les Warriors, oh, c'est pas grave, pas de stress, en playoff, on est capable de taper tout le monde, si l'effectif est au complet, c'est pas la même chose, c'est pas le même animal, blablabla. Mais le problème, c'est que les occurrences où ces équipes-là, elles ont été au complet, elles sont infimes, et puis, voilà, il y a trop de conditionnels, quoi. Au bout d'un moment, ils vont se retrouver en playoff contre des adversaires qui sauront qui ils sont, et qui sauront trouver les adaptations pour jouer contre eux. Et moi, c'est ça qui m'inquiète avec les deux équipes dont on parle, en fait. Et c'est tout à fait ça, tu as tout à fait raison. Et je me demande à quel point on peut miser enfin, est-ce que je mets trop de crédit là-dessus ou pas, mais enfin, en, en tant que fan de basket, tu peux pas disqualifier l'expérience collective Bien pour sûr. moi. C'est ultra important. Et on n'est pas dans un jeu vidéo, tu vois. C'est cool d'avoir un truc sur le papier qui ressemble à quelque chose avec des noms qui clinquent, qui tapent et tout ça. Oui, bien évidemment, tu vois les Suns, tu te dis attends, il y a KD, machin, tout ça, c'est génial. Bah ouais, c'est génial, mais ils ont jamais joué ensemble, il y a pas d'automatisme, ils savent pas qui va faire quoi à ce niveau-là de compétition. Si tu réfléchis une seconde de trop, c'est mort. Ouais. T'as pas la balle, t'as pas le shoot ouvert, t'as rien en fait. Et tu perds le match. Ça se joue sur des détails la plupart du temps. Et tout est instinctif. Et si ça ne l'est pas, c'est là que tu es dans la merde, en fait. Et que ce soit les Clippers ou les Warriors et d'autres clubs aussi, c'est ça qui me soucie le plus les concernant. C'est que à partir du moment où tu n'as pas construit ces automatismes, c'est compliqué. Maintenant, les Warriors, ce sont les champions en titre, comme je viens de le dire. Ils ont cette expérience commune, comme tu l'as souligné tout à l'heure. Ils ont gagné des titres. Ils se connaissent sur le bout des doigts. Est-ce qu'ils ont besoin d'avoir 20 matchs de saison régulière supplémentaires pour se sentir bien? C'est là où, pour moi, il y a une zone d'incertitude, en fait. Je ne sais pas à quel point les Warriors ont besoin d'avoir de finir la saison ensemble avant d'entamer les playoffs ou pas. Je ne sais pas. Je pense que c'est pas fondamental si tous les voyants sont pas au vert pile au moment de la fin de la saison régulière. Mais alors peut-être que pour le premier tour, ça pourrait aller selon l'adversaire, ça faudra voir. Mais moi, c'est plutôt que je me pose la question s'ils auront toutes les conditions sont remplies au moment où ce sera une série très compliquée contre un adversaire de même niveau, au moins de même niveau. C'est ça le problème. Parce que pour moi, s'il y a un truc qui va pas, si Curry est un peu blessé, si Wiggins n'est pas là, s'il y a un seul de ces facteurs qui est pas là, j'ai très peur pour eux, en fait. Oui, complètement, ouais. Et c'est là il y a un autre truc absolument génial qu'on va constater dans ces playoffs. Et franchement, les playoffs à l'Ouest vont être
Ouais, c'est Enfin, incroyable. dire c'est l'histoire, enfin le truc, le récit est absolument génialissime quoi. C'est-à-dire qu'on a, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on a en tête de classement, on a les Nuggets, les Kings et les Grizzlies. Alors les Grizzlies, on va voir si ça retombe ou pas d'ici là. Parce que ils sont quoi? Ils sont pas là, ils sont pas énormément trop devant. Ils ont 2 matchs et demi d'avance sur Phoenix. Ils ont Phoenix, voilà, ils ont Phoenix qui sont sur les rotules, mais bon, les Phoenix vu qu'ils viennent de perdre KD, ça paraît moins menaçant. Memphis ont d'autres problèmes j'ai déjà évoqué, j'en reparlerai plus tard éventuellement, mais bref, on a ces équipes là qui n'ont pas l'expérience de playoff qui nous permet de nous dire voilà ce à quoi on va s'attendre avec les Nuggets, voilà ce à quoi on peut s'attendre avec les Kings. C'est simple, ça fait 16 ans qu'ils n'ont pas mis les pieds en playoff. Donc voilà, en fait on est face à un truc où les Nuggets et les Kings ont bataillé toute la saison pour nous prouver qu'ils avaient les reins assez solides pour se maintenir en tête de classement de la conférence Ouest, qui est en soi une sacrée performance qu'on ne peut pas diminuer. Et pourtant, quand tu écoutes parler tous les commentateurs américains des playoffs, dès que tu as un truc style la confrontation Dallas-Sacramento, Dallas va gagner. Ouais, N'importe qui je qui est suis mis pas de face à cet avis. Sacramento, c'est Sacramento de toute façon va perdre au premier tour. Bah moi, je Et suis pas de cet avis, je ouais, suis justement. pas certain que ça soit le cas. Je suis comme toi, je suis pas de cet avis-là parce que après on verra comment ça se goupillera en playoff. Hein, mais les 3 équipes de tête dont on parlait, même si Denver est un peu détaché, c'est 3 équipes qui n'ont pas, alors, même si Memphis a eu les soucis que tu as évoqués, c'est 3 équipes qui se connaissent très bien, enfin qui jouent, qui ont le même effectif depuis le début de la saison, qui n'ont pas fait de modifications radicales autour de la deadline. Là où les autres, Phoenix, les Clippers et les Warriors, ont tous les 3 eu leurs propres soucis et leur challenge à relever en interne et sur le plan du basket pour retrouver leur vrai niveau. Donc moi, j'ai plus tendance, même s'il y a le facteur inexpérience dont on a parlé, c'est une inexpérience relative parce que Denver est quand même déjà allé loin en playoff avec plusieurs des joueurs qui sont encore présents. Tout à fait raison. Memphis a retrouvé les playoffs l'année dernière. Euh, je, 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 je suis plutôt confiant pour ces équipes-là et j'ai des certitudes avec elles, là où j'en ai moins, paradoxalement, avec les équipes, les usual suspects, comme tu disais tout à l'heure. Et tu parlais d'un Sacramento-Dallas. Moi, je suis extrêmement pessimiste pour Dallas. Pour plein de raisons, tout ce qui s'est passé autour de la deadline, pour moi, c'est quelque chose qui fait qu'ils vont aller droit dans le mur. Et Ouais. s'il y a un Sacramento-Dallas, sur l'euphorie, le retour en playoff, l'avantage du terrain qui va être important pour Sacramento, parce que les gens ne le savent pas toujours, mais la fanbase des Kings, c'est une des plus brillantes et enthousiasmées de toute la ligue. Je miserais pas contre les Kings au premier tour si c'est un adversaire comme Dallas, par exemple. Tu sais ce que je veux voir Tu sais ce que je veux voir au premier tour Tu veux voir Kings-Lakers? Exactement. C'est ça, comme tout le monde, comme tous ceux qui ont vécu les années 2000 Exactement. et la série frustrante pour les Kings avec cette équipe que tout le monde aimait. Voilà, Ah la vache. Et l'ambiance à Sacramento avec le laser, ça va être. pendant les playoffs. Mais je sais pas si on se rend bien compte du bordel que ça va être, mais c'est tellement génial cette histoire de Sacramento. Ouais, c'est la bonne histoire de Tellement la saison. Et ils ont pas eu à faire des changements radicaux autour de la Non. deadline. Je pense ils savent vraiment qui ils sont et ils seront pas du tout bons à prendre au premier tour. En fait, ce que les gens disent, c'est que Sacramento ne pourra pas jouer son jeu en playoff comme ils le font en saison régulière. C'est-à-dire que eux qui jouent beaucoup en contre-attaque, qui jouent Ouais. très vite et tout ça, quand ça sera le jeu posé, ça sera beaucoup plus compliqué. Et que défensivement, ils sont pas assez costauds pour match-up correctement avec potentiellement les équipes reloues sur lesquelles ils vont tomber à la septième place, quoi. C'est là que je Mike sais pas. Brown va être important, je pense, parce que Ouais. là, on les voit jouer, c'est un peu basket champagne ultra offensif, mais c'est plutôt un coach défensif à la base, donc je le crois capable d'adapter les choses au moment des playoffs. Après, il sera limité peut-être par les joueurs qu'il a à disposition, hein, mais je le crois capable de faire en sorte que les Kings shift au bon moment pour un bon dosage. C'est peut-être être trop optimiste, hein, j'en conviens, mais En fait, on va voir ce qu'on voit d'habitude en playoff, c'est-à-dire qu'on va peut-être voir des équipes qui vont adopter des stratégies extrêmes vis-à-vis de Sacramento, style on vous prive totalement de la raquette et vous ouais, allez devoir nous planter du mi-distance ou du 3 points et on va voir si vous êtes capable de les mettre en situation en pleine pression. C'est ça qu'on va voir. C'est ça que j'adore avec le playoff d'ailleurs, c'est que ouais.
les équipes trouvent des espèces de gimmicks et voient si l'équipe adverse est capable de contrer ça, quoi. Comme les Warriors ont fait, par exemple, quand ils ont joué les Clippers l'autre jour, où tout le monde était à 5 mètres, laissait 5 mètres à Westbrook pour faire ce qu'il voulait. Vas-y, mon gars, shoot tant que tu veux. Ouais, On prendra ça plutôt que le reste, quoi. c'est clair. Et voilà, c'est là où en playoff, on voit souvent des trucs extrêmes comme ce cas de figure-là, qui l'avait été. Et voilà, on verra ça. On va terminer sur Mikal Bridges à Brooklyn. C'est une autre belle histoire de cette fin de saison, pour le coup, puisque voilà, on a parlé des trucs tristes en début de podcast avec Lonzo et Zion. Ouais. On va terminer sur une bonne note. Shay, qui a besoin de Kevin Durant quand tu as Mikal Bridges? Hein? Qui a besoin de ça? C'est vrai. Vas-y, Kevin Durant, mais casse-toi, putain. On s'en fout. Hey, le mec, en 11 matchs, il tourne à plus de 26 points, 5 rebonds, 3 passes, une interception, un contre. Les pourcentages de réussite, c'est un truc de maso, c'est quasiment 53% au tir, 48 à 3 points, 92 au lancer franc. J'adore ce joueur. Ouais, non, il se régale, mais c'est fou parce que au moment où c'est fait le trade, j'étais plutôt comment dire, j'ai pas compris le fait que les Nets soient pressés de faire le trade entre guillemets ou acceptent de le faire maintenant. Alors qu'il y avait le temps que KD était sous contrat, qu'ils auraient pu, je pense, récupérer la même chose, voire plus encore ailleurs. Je pense que KD a lourdement insisté. Très possible, mais il était sous contrat, ils n'étaient pas obligés d'exaucer son souhait. Ils l'ont fait et au final, bon, ce sera peut-être un avantage pour eux par la suite. Hein, ils ont peut-être fait le bon timing. Mais oui, Mikal Bridges, c'est formidable ce qu'il fait. Il te montre que parfois c'est une question d'opportunité aussi parce qu'il était essentiel à Phoenix, faut pas l'oublier. Mais on le voyait surtout sur l'impact défensif. Où c'est un joueur phénoménal, un des meilleurs externes de toute la ligue en défense. Mais là, il est en train sur l'échantillon qu'on a vu, il est élite des deux côtés du terrain. Et c'est génial pour Brooklyn parce que ça leur permet de tourner relativement rapidement la page un peu noire des derniers mois où ça a été un enfer, je pense, d'être fan des Nets entre ceux qui voulaient partir, ceux qui voulaient que les GM et les coachs soient virés, ceux qui sont finalement partis. Enfin, ça devait être, c'était un bazar total. Après, pour nuancer un peu, parce que l'échantillon, comme on l'a dit, est un peu faible, j'adore Mikal Bridges, comme tous les mecs de Villanova qui arrivent en NBA, ils sont prêts, tous ceux qui sont passés entre les mains de Jay Wright, c'est des mecs, c'est des pros, à chaque fois c'est fantastique. Il y a Jalen Brunson aussi, voilà, Josh Hart. Ouais. Donc tous ces mecs-là, ils sont vraiment toujours prêts. Il y avait un Saddiq Bey qui est bien aussi. Ouais. Mais en tout cas, à l'heure qu'il est, en attendant d'en voir plus, je me demande quand même, est-ce qu'il peut tenir toute une saison dans la peau d'une option numéro 1. C'est ça. Alors ça, on va voir, justement, c'est ce qui va être intriguant avec les Nets en fonction de ce qu'ils vont faire aussi cet été. Parce que pour moi, à la base, sa vocation, c'était d'être un lieutenant de luxe à la Chris Middleton, enfin, ce qui est pas du tout une injure, c'est un joueur formidable. Tout à fait. Je le voyais plus, et je le vois peut-être même encore aujourd'hui plus, comme un joueur de cette trempe-là, et donc un atout qui n'a pas de prix pour une équipe qui joue le titre, mais il faut peut-être, je le vois plus comme quelqu'un qui sera en soutien d'une autre star par la suite. En fait, moi, ce que j'ai trouvé fascinant, ce que ça a produit dans mon esprit, dans ma tête, dans mon cerveau, c'est que je me suis dit, tiens, quand tu vois les perfs de Mikal Bridges, je me dis, mais parce que si statistiquement, je viens de citer ces stats-là, ouais. Tu te dis, quelle est la différence majeure entre un mec comme Kevin Durant et Mikal Bridges? Pourquoi tout le monde s'arrache Kevin Durant et pourquoi Mikal Bridges? Je dis pas que les gens se l'arrachent pas, mais comme tu dis, il est plutôt perçu comme un joueur de deuxième classe, on va dire. Ouais. Voilà, il est pas perçu comme un franchise player. Et là, tout d'un coup, il montre un nouveau visage. Comme tu dis, on lui donne une opportunité de s'exprimer. Alors, il est peut-être pas le franchise player, l'option numéro 1, mais est-ce que Mikal Bridges, par exemple, il a 26 ans, est-ce que ça serait pas un peu... est-ce qu'on pourrait pas se dire, tiens, une carrière à la Paul George, par exemple, c'est pas complètement hors de portée? Est-ce que ça te semble fou si je dis ça ou pas? Non, c'est pas fou parce que par intermittence, moi j'avais vu un peu ces qualités-là chez lui, même à Phoenix, et j'attendais qu'il les monte sur la durée ou sur les périodes où Devin Booker était blessé, où il y avait pas mal d'absents. Je sentais qu'il avait ces qualités-là, mais j'étais presque un peu déçu qu'il les montre pas pleinement. Mais c'est pas impossible avec ce qu'on voit. Je veux dire, si l'équipe autour de lui permet de faire ça, qu'il a la confiance totale d'un coaching staff,
Il y a pas de raison pour qu'il franchisse pas encore des paliers, que ça devienne un All-Star. Alors, la première option est superstar d'une équipe d'une équipe qui va jusqu'au titre. Là, flanque sur la tempe, je dirais non. Ouais, bien sûr. Mais par contre, il va gravir les échelons dans les classements des joueurs les plus importants de la ligue. Je pense que ça fait aucun doute et c'est génial. C'est un joueur. À chaque fois que je pense à ce joueur, je repense au fait que c'est une énorme erreur de la part des Sixers à l'époque de l'avoir tradé à la draft. Mais mais c'est incroyable que tu parles de ça. Ouais. Je l'ai marqué dans mes notes. Tu vois. Cette histoire m'a toujours fasciné. Vas-y, continue. Non, mais c'est une énorme erreur quand tu penses que, je veux dire, sa mère bossait pour les Sixers. C'est génial. Qu'il est de Philadelphie. C'est complètement dingue qu'ils aient pas. Puis le trade s'était fait contre, je sais plus quel joueur, ça va me revenir. Zaire Smith. Smith. Et un pic de draft qui leur servira plus tard à récupérer Tobias Harris dans un échange. Et en fait, Mikal Bridges, pour moi, c'est le joueur qui leur manque et qui leur a manqué pour gagner le titre à un moment. Quoi. Je crois que c'est sur 2 drafts consécutives. Ils auraient pu avoir Jason Tatum. Ils auraient pu avoir. C'est avant ou après, je sais plus. Et ils auraient pu avoir Mikal Bridges dans la foulée. Ouais, c'est ça. Ils auraient pu avoir Mikal Bridges, Jason Tatum dans la même équipe. Ouais, c'est ça. Parfois, ça se joue pas. Bon, parfois, avec le recul, c'est toujours plus facile de dire, etc. Mais là, pour le coup, il y avait tellement de. C'est un local, le gars de Philadelphie. Sa mère bosse chez les Sixers. Ils ont pu le voir pendant 3-4 ans à Villanova où on sait que les mecs qui sortent de là, ils sont forts. Il avait le profil de joueur qui leur manquait exactement. Et ils l'ont lourdé comme ça. Voilà. Et le pire, c'est qu'il est resté pendant plusieurs minutes à croire qu'il était membre des Sixers. Ouais, c'est terrible. Lui et sa mère, ils tombent dans les bras, ils chialent et tout, ils sont là, c'est génial, c'est un rêve qui devient réalité. Et 15 minutes après, je crois un truc comme ça, 20 minutes après, t'as Brett Brown qui était le coach à l'époque et qui servait aussi de general manager intérimaire parce qu'il y avait c'était la merde dans le front office des Sixers, la Calangelo, tout ça là, qui leur annonce non, on vient de vous transférer, vous partez à Phoenix quoi. Ouais, c'est ça. Mais à chaque fois, je pense souvent à ça. C'est dans les what if un peu récents. Tu mets Bridges à Philadelphie, je pense que ça peut faire quelque chose d'intéressant. Mais en tout cas, pour revenir au sujet, je pense que il a pas à s'interdire quoi que ce soit en termes d'ambition et l'équipe peut être très sympa autour de lui et tourner la page embarrassante des dernières années justement autour de ce mec-là. Ça, pour moi, ça fait aucun doute. Ouais. Et en plus, ça a l'air d'être un mec absolument trop sympa quoi. Très intéressant. Il était chez JJ Redick cette semaine, je crois. Oui, voilà. Et le mec, il est là à expliquer que non mais attendez, Kevin Durant, mais ils ont carrément bien fait de le faire et tout, je comprends. Et après, il parle du fait que c'était un crève-cœur pour lui de quitter Phoenix parce que il s'était vraiment installé pour lui. Là, il a encore 3 ans de contrat à 23 millions. Le mec, c'est le meilleur contrat de la ligue, clairement, aujourd'hui. Ouais, c'est clair. Il explique comment ça a été un crève-cœur de quitter la ville où il avait ses relations, il avait fait sa vie, il était bien, il avait une maison. Puis là, tout d'un coup, il dit, j'arrive à Brooklyn, je suis censé trouver un logement qui va être 2 fois moins grand pour 2 fois plus cher. Et il a un peu le seum, tu vois. C'est clair. Oui, je l'ai trouvé. Il était génial ce podcast. Ouais, il est intéressant. De toute façon, la plupart des épisodes sont cool. Et Bridges est très intéressant. Ouais. Yes. Et merci beaucoup, Shade, de m'avoir accompagné sur ce podcast. C'était un plaisir. Avec grand plaisir. Merci à toi. J'espère que tu reviendras à l'occasion. Avec plaisir. Et chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast NBA Corner. D'ici là, bonne soirée, très bon week-end et à la semaine prochaine. Bye bye.